L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Michel Sapin, les sujets ne manquent pas. Ce matin, il y a le sommet de Bruxelles, celui auquel vous allez participer. Vous allez aller donc à Dublin, qui est un sommet informel. Il y a la Tunisie, il y a la situation politique. Et il y a évidemment le marché de l'emploi. Puis une interrogation qu'on regardait ce matin avec Perrine à la une de pas mal de journaux, c'est des craintes qui pourraient exister du côté du ministère de l'Intérieur et donc forcément du côté du ministère du Travail, de conflits sociaux, de la dureté de conflits sociaux. Et on l'a vu hier avec l'intervention des gardes mobiles contre les salariés d'Arcelor. Est-ce qu'on est dans une situation un peu explosive sur le plan social ? Il y a des lieux de tension et de tension sociale, avant toute chose, sociale. Nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait des tensions en termes d'ordre public. Donc je pense qu'il faut voir les choses au niveau où elles se trouvent. Ouais. Et il se trouve que dans certaines grandes entreprises, ou certaines entreprises où beaucoup de salariés ou de postes sont concernés, il y a des tensions fortes. Il y a des tensions fortes entre la direction de l'entreprise et les salariés qui se sentent menacés. Mais est-ce qu'il fallait, par exemple, dans le cas d'Arcelor, pour envoyer les gardes mobiles face aux ouvriers qui manifestaient ? Est-ce que c'était habile de la part du gouvernement ? Par définition, un État républicain comme le nôtre doit faire deux choses. Premièrement, respecter le droit de manifester son mécontentement, et d'autre part, faire respecter l'ordre public. C'est ce qui a été fait avec discernement et dans des conditions qui, me semble-t-il, ne sont pas véritablement remises en cause par ceux qui tiennent beaucoup à l'ordre républicain, et les organisations syndicales tiennent beaucoup à l'ordre républicain. Manuel Valls, lui, il a peur, vraiment, il voit des signes d'explosion sociale. Vous voyez aussi... bon, il vous a dit ça comme ça? Non, je ne crois pas. C'est ce qu'il a déclaré quand même. Non, il s'est inquiété des risques d'explosion sociale, pour reprendre ces termes, mais exactement. Donc vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes termes. Il est normal qu'un ministre de l'Intérieur se préoccupe des questions d'ordre public. Vous lui feriez le reproche s'il ne faisait pas ainsi. Il est normal que le ministre du Travail et du Dialogue social, lui, essaye de faire en sorte, ça n'est pas toujours simple, compte tenu de la réalité, compte tenu du passé et du passif, qu'il y ait des dialogues dans les entreprises. Même là où c'est très difficile, prenons Goodyear, il doit y avoir un dialogue renoué entre les organisations syndicales et la direction de cette entreprise. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de solution. Ceux qui pensent pouvoir s'en sortir d'un côté ou de l'autre sans dialogue, ils vont dans le mur. Et dans le mur, qui en prend le plus dans la figure, ce sont les salariés. La Goodyear, le comité central, c'est mardi prochain. Oui, donc il faut qu'autour de ce comité central, ou de tout autre endroit, le dialogue se renoue. Ils ont été à deux doigts de trouver une solution acceptable par tous il y a 6 mois. On doit retrouver les mêmes conditions à Goodyear comme ailleurs pour trouver des solutions. Mais sur l'énervement, puisqu'on a vu pendant la campagne électorale que François Hollande, comme son concurrent Nicolas Sarkozy, qui était le président sortant, ont fait le tour d'un certain nombre d'entreprises qui étaient en grande difficulté. On lit ce matin dans les Échos, ça c'est Mittal, que la scierie en Europe est un secteur totalement sinistré. En tout cas, c'est ce qu'il dit lui. Et puis nous avons les fameuses reprises qui tombent de partout et évoquées par Arnaud Montebourg, donc il y a 48 heures sur Petroplus. Et là, visiblement... il y a beaucoup d'interrogations encore ce matin dans les journaux. Alors est-ce qu'on n'est pas en train d'énerver les salariés qui sont au bord de la crise de nerfs ? Que voulez-vous dire ? Qu'il y a des difficultés dans l'économie et dans l'industrie française, ça me paraît être une évidence. Que ces difficultés aient des conséquences sociales pour les salariés concernés, Petroplus ou ailleurs, ça me paraît évident. Et on peut comprendre qu'il y ait de la tension, qu'il y ait même parfois de la colère chez les syndiqués ou les salariés qui sont concernés. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour essayer de trouver des solutions. Nous sommes là pour trouver des solutions. Sinon, c'est pas la peine d'être ministre si on n'est pas là pour essayer d'aider à trouver des solutions. On n'est pas là uniquement pour compter les chômeurs en fin de mois. Bien sûr, Perrine va enchaîner, mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment se fait-il que Hérault ait dit aux syndicats, finalement, ça semble mal parti, et que le lendemain, Montebourg dit, au fond, j'ai 5 offres, et que maintenant, l'examen des offres montre qu'il n'y en a pas vraiment de crédibles. Et où est la différence entre tout ça, si ce n'est un commentaire... On a l'impression quand même qu'on a fait naître de faux espoirs chez les salariés de Petroplus. Si ce n'est un commentaire à leur. On ne commande pas la recherche d'une solution chaque heure. Chacun peut avoir le droit, en particulier je comprends tout à fait du côté des organisations syndicales qui sont extrêmement inquiètes de commenter ainsi. Mais quand on cherche une solution, c'est pas la veille, non le lendemain. Non, il y a un processus. Ce processus, c'est un appel à des candidatures pour reprendre, puisqu'on parle de Petroplus, une usine de raffinage. Des offres sont faites.
Ça ne peut pas être n'importe quelle offre, il faut examiner ces offres. Qui va les examiner? C'est évidemment le tribunal de commerce et le procureur de la République à leur côté, aux côtés des membres de ce tribunal de commerce. C'est en cours, il faut que ces offres soient valables. À quoi ça servirait Donc ces qu'il y ait offres une peuvent offre encore être valables, de c'est ce que vous reprise? dites ce matin. Mais bien sûr, il faut examiner tout cela, il faut les renforcer. C'est toujours comme ça que l'on fait dans des procédures de cette nature. Simplement, on ne les commande pas toutes les minutes. Voilà, donc il faut aussi laisser, et c'est pas très long, le temps du travail en profondeur, le temps du sérieux pour trouver des solutions qui soient des solutions durables. Ça servirait à rien qu'il y ait une offre aujourd'hui, une reprise demain et des licenciements après-demain. Donc il faut chercher quelque chose de solide et de durable. Au ministre du Travail, quel est le chiffre exact des emplois d'avenir aujourd'hui? Exact, je ne sais pas, mais si je vous dis qu'on est proche des 5000, ça doit être à peu près le chiffre, ce qui est un chiffre parfaitement normal, puisque je vois dans votre question le sourire de celui qui se dit mais est-ce que ça va suffisamment vite, etc. Parce que ça démarre très doucement. Ça démarre exactement au même rythme que tout autre nouveau dispositif. Ça va démarrer exactement au même rythme pour les emplois jeunes. On rappelle que l'objectif, c'est de 100 000 bien sûr, 100 000 à la fin de cette année. Et c'est pas une règle de 3. C'est pas 100 000 divisé par 12 qui aboutit à un chiffre. Vous êtes le premier à le savoir. Quand vous lancez une émission, au début, il y a un petit peu moins de monde, et à la fin, vous espérez qu'il y aura beaucoup plus de monde. Eh bien, c'est exactement la même chose. On lance le dispositif, il faut mobiliser les réseaux, il faut informer les salariés d'une part, enfin les jeunes d'une part, et les associations et les collectivités locales. Ça monte en puissance et ça va monter très fort en puissance. Mais justement, sur le terrain, les élus et les acteurs économiques disent que les critères d'application sont un peu trop contraignants pour ces emplois d'avenir. Oui, ça c'est une vision, mais moi je vais défendre la vision qui est celle du gouvernement. Aujourd'hui, il y a 500 000, je vous l'ai déjà dit ici, 500 000 jeunes qui sont sans emploi, sans formation. On n'a jamais vu cela en France. Jamais. Et c'est à ceux-là que s'adressent les emplois d'avenir. Ça ne s'adresse pas à ceux... C'est vrai que ça serait plus agréable pour une association ou pour une collectivité locale de prendre un bac plus 2 ou un bac plus 3. Celui-là, il serait directement employable, comme on dit, en situation, pourrait même diriger éventuellement l'association. Non, ce n'est pas l'objectif. C'est les 500 000 que tout le monde a laissés au bord du chemin jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'ils restent au bord du chemin. Et ce langage que je vous tiens là, c'est un langage qui est compris par les collectivités locales et qui est compris par les associations qui sont concernées. Il y a aussi 75% d'aide de l'État. 75%. Il me paraît légitime que l'État, apportant 75% du salaire, dise aux uns et aux autres, il faut faire un effort. Si nous ne faisons pas tous ensemble cet effort, les 500 000, ils resteront encore au bord du chemin. Et c'est inacceptable socialement, économiquement, mais en termes de cohésion sociale. Ce sont des quartiers, ce sont des zones rurales qui sont frappées, qui sont blessées par ce chômage des jeunes. On va y mettre un terme, mais ça, il faut que tout le monde se mobilise. Le Sénat a voté donc le contrat de génération. Est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble du dispositif qu'on évoque ce matin justement avec Perrine, puisque la situation générale du chômage, plus l'ambiance en Europe, parce qu'il y a un sommet européen, est-ce que vous croyez que tout ça va permettre d'aboutir à ce que souhaite François Hollande, en tout cas ce qu'il a promis, c'est-à-dire le retournement de la tendance avant la fin de l'année? Quel est le diagnostic de ce matin? Ça n'est ni un souhait. Nous ne sommes plus au moment où on fait des vœux. Le mois de janvier est passé. Ça n'est pas non plus une croyance ni une promesse. Il n'y a pas d'élection devant nous. On ne saute pas par-dessus l'élection. C'est un objectif politique, un objectif mobilisateur. Je vous disais que nous, c'est la caractéristique d'un gouvernement. Nous sommes dans l'action. Donc nous agissons pour inverser la courbe du chômage. Et c'est parfaitement possible. Pourquoi? En allant très vite. La situation européenne s'améliore. Imaginez comment nous étions il y a un an. Imaginez comment nous étions encore au mois de juin dernier. Les choses s'améliorent. Est-ce que tout est réglé? Non. Mais les choses s'améliorent considérablement. Au niveau français, les outils sont en place. Le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, qui donne de la capacité en termes de trésorerie aux entreprises. La banque publique, qui donne du financement pour les entreprises. Les programmes en faveur de l'emploi. L'accord sur le marché du travail. L'accord de sécurisation de l'emploi, sur lequel je suis en train de travailler pour que ça devienne la loi. Tout cela crée les conditions d'une reprise et d'une reprise riche en emplois. D'habitude, quand la reprise vient en France, comme dans le reste de l'Europe, chez nous, on réagit plus tard et on réagit plus petit. Eh bien, cette fois-ci, on réagira plus tôt et on réagira plus fort. Perrine.
Johnny Hallyday, une petite touche people, il accuse le gouvernement, et notamment la gauche, d'encourager la médiocrité. Quelle est votre réponse? Oh, j'ai eu le sentiment qu'il ne nous disait pas à nous, qu'il le disait à tout le monde. Et qu'il le reprochait même à ceux qui... Ah non, il parlait du gouvernement et de la gauche en particulier. Non. Il est parti quand, Johnny Hallyday? J'ai cru comprendre d'ailleurs que il y a 5 ans de cela, TEPA, c'était fait, le fameux TEPA, c'était fait pour faire revenir Johnny Hallyday en France. Il n'est pas plus revenu pour cela que pour d'autres raisons. Donc voilà, j'ai eu le sentiment qu'il réglait ses comptes avec tout le monde, y compris avec ses ex. Et pas particulièrement avec vous. Pas plus avec nous qu'avec ses ex. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait, là on revient justement au marché du travail, il faudrait renégocier actuellement, comme le souhaite le MEDEF, un certain nombre de dispositifs concernant l'assurance chômage? Il y a une renégociation qui est obligatoire. À la fin de cette année, les conventions sur l'assurance chômage sont caduques, elles tombent, puisque c'est un accord entre deux parties. Et le gouvernement, il est observateur. Ça l'intéresse, hein, ça importe, mais il est observateur entre deux parties, les organisations syndicales et patronales. Donc d'ici à la fin de cette année, il y aura une nouvelle convention, donc il y a forcément une renégociation des dispositions de cette convention. Et une question sur l'assurance chômage, sur les retraites chômage, sur les retraites et notamment les caisses de retraite complémentaires. Il y a des négociations entre partenaires sociaux qui n'aboutissent pas. Qui va payer? Est-ce que l'État doit intervenir? Je rappelle que le déficit est estimé entre 7 et 10 milliards d'ici 2017. Hein. Oui. Là aussi, le système complémentaire, c'est un système paritaire. Autour de la table, il y a les organisations syndicales d'un côté, les organisations patronales de l'autre. Elles trouvent une solution, elles cherchent une solution. Vous dites que c'est bloqué. Pas, là, pour l'instant. Bon, oui, bon, bien sûr, quand on commence une négociation, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution la veille du début de cette négociation. On trouve la solution en cours de négociation. Mais qui va Ces payer? négociations sont en cours. Je comprends que du côté du MEDEF, des mouvements sont faits pour trouver des solutions au financement de ces régimes. Je suis persuadé que les partenaires trouveront une solution sur ce dispositif. Merci Michel Sapin d'être venu nous voir ce matin Merci. sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Perrine, à demain. Merci.